Salut! J'essaie de tenir mes bonnes résolutions, je vous avais promis d'être un peu plus présente sur YouTube et du coup je voudrais faire une vidéo tous les 15 jours et on se retrouve cette semaine pour cette vidéo. J'avoue que ces derniers jours j'avais pas trop envie de filmer, j'étais pas d'humeur, j'étais très fatiguée, j'étais un petit peu déprimée aussi, du coup j'ai repoussé et la luminosité était terrible, c'est-à-dire que en pleine journée, hier, j'ai dû allumer ma lumière. Genre vraiment pour pouvoir lire, parce que sinon je ne pouvais pas lire. Donc j'ai attendu que ça se lève un petit peu. C'est toujours très gris, mais un peu moins que d'habitude. Et du coup j'ai retrouvé mon spot de la vidéo de la dernière fois. Et on va passer tout de suite au thème d'aujourd'hui. L'idée du thème m'est venue de Margorito, donc merci. C'était une question que j'avais posée je crois sur Instagram pour savoir quels étaient les formats qui vous intéresseraient sur ma chaîne. Et Margot m'avait dit que c'était voilà, un des formats qui lui faisait envie et c'était les livres importants pour moi. Donc je vais pas vous faire un top 10. Faut savoir que je suis très nulle quand on me demande de faire un top 10 ou un top 5 de mes meilleurs livres de tous les temps, de mes meilleurs films de tous les temps, de mes meilleures séries, enfin de mes meilleurs... tout ce que vous voulez. Parce que en fait, déjà, il y en a beaucoup trop. J'arrive pas à faire un choix. Et en plus, c'est beaucoup... Il y a des choses qui vont me marquer à un moment présent, mais qui vont peut-être plus me parler 10 ou 15 ans plus tard. Oui, parce que je suis vieille à ce point-là. Mais c'est des choses qui m'ont marqué quand même, et qui, du coup, ont une place importante, plus ou moins importante dans ma vie, et c'est le cas de ces bouquins. Je peux pas vous dire s'ils sont encore très bien, si je les relisais aujourd'hui, est-ce que j'aurais les mêmes émotions, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont marqué un tournant dans ma vie, ils ont été très importants pour moi à l'époque, et du coup, voilà, on va en parler tout de suite. Donc on démarre avec un jeunesse qui n'est pas très connu, et on va voir que mon exemplaire a été beaucoup aimé. Les oubliés de Vulcain de Daniel Martinigol, voilà, il est très abîmé. Je le traîne depuis vraiment très longtemps et surtout il a appartenu à ma grande sœur avant moi. Elle me l'avait filé avec un paquet d'autres livres dont elle ne voulait plus. Et du coup, ça a été, je crois, ma première rencontre avec la science-fiction. L'histoire, c'est donc Charlet, il me semble que c'est Charlet. Oui, Charlet, qui vit en fait dans un espèce d'institut et un jour il se rend compte que on lui a menti toute sa vie, il n'est pas un enfant normal, c'est quelqu'un il a été génétiquement créé en fait. Et il va fuir cette réalité-là, et pour fuir, il va monter à bord d'un vaisseau poubelle à destination de Vulcain, la planète poubelle. Il n'aurait pas dû survivre à la chute puisque les conteneurs sont largués, enfin les vaisseaux passent vraiment en orbite autour de la planète et larguent les conteneurs qui arrivent voilà, comme ça sur la planète. Il n'aurait pas dû survivre à la chute, mais il survit, et en fait il va se rendre compte que Vulcain c'est pas qu'une planète de déchets, il y a aussi des gens qui y vivent, et c'est là en fait qu'il va commencer à découvrir un peu ce qui existe en dehors de l'institut dans lequel il a grandi, et se rendre compte de certaines vérités. J'avais vraiment beaucoup aimé, c'est très efficace, j'avais adoré l'univers, j'avais adoré la SF, voilà, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier à ce niveau-là. C'est une histoire toute belle avec des... Ouais, qu'est-ce qu'on fait quand on nous ment, quel est notre but dans la vie, l'importance de l'empathie, l'importance... Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses dans ce petit roman jeunesse et il m'a marqué, j'en parle énormément. Je sais pas s'il est encore trouvable, mais si jamais vous avez des enfants, et franchement ça vaut le coup. Il a gagné le prix jeunesse de 95. C'est très vieux. Je sais pas quel âge pour quel âge il est vraiment conseillé. Je dirais en vrai 10-12 ans. Hein. Ouais, 12 ans. Ça dépend du niveau de votre enfant. Voilà. Maintenant, on va parler d'un roman qui a marqué mon adolescence. Fin adolescence, je crois que je devais avoir à peu près 15 ans quand j'ai commencé à le lire et qui m'a marqué, peut-être même un peu avant. C'est Teen Spirit de Virginie Despentes. Virginie Despentes, elle est connue pour ses récits plutôt trash. Elle a eu vraiment un énorme succès avec Baise-moi, qui est un livre qui est un peu un genre de Thelma et Louise revanchard. Enfin bref, c'est assez énervé. Et Teen Spirit est un petit peu en rupture avec ça. C'est vraiment un livre que j'ai adoré étant ado, parce que je pense qu'il s'adresse aussi beaucoup aux ados et aux adultes qui n'ont pas grandi. On va suivre en fait l'histoire d'un mec qui est un peu paumé,
En gros, il vit au crochet de sa copine, il est agoraphobe, donc il sort jamais. Et un jour, il reçoit un message de son ex, mais d'il y a très très longtemps, ça fait vraiment très longtemps qu'il l'a pas vu. Et en fait, son ex lui dit qu'elle veut le retrouver, et donc il lui donne rendez-vous au bar en bas de chez lui. Et pour la première fois depuis genre 2 ans, il sort de chez lui pour aller voir cet ex. Et en fait, elle lui annonce qu'elle a une fille. Et que c'est son enfant. Et que du coup, la fille est très demandeuse de connaître son père. Donc, voilà. Et donc ça va bouleverser la vie de ce type complètement paumé. Il va rentrer chez lui et en fait sa copine va être complètement énervée parce que ça fait 2 ans qu'il vit à ses crochets, qu'il fait rien, qu'il sort pas, qu'il écrit plus, enfin il fait plus rien. Et là, du jour au lendemain, il est sorti sans même... Enfin bref, elle pète totalement un câble et on la comprend. Et du coup, il va se retrouver viré de chez lui, mais aussi avec cette nouvelle responsabilité de papa, de devoir rencontrer une ado qui a 12 ans, qui est un peu perdue, qui est un peu dans sa phase rebelle, qui sait pas trop où se situer. Et du coup, lui non plus, en fait, c'est un gros paumé, il crèche chez une amie, et il sait pas trop quoi faire. C'est un vieux punk sur le retour. Et j'avais adoré, parce que pour moi c'était un peu... ça parlait de cette ambivalence quand on est ado, de pas savoir où trouver sa place. Il y a une phrase qui est très forte, c'est d'ailleurs sur la 4e de couverture. 2 versions bien distinctes d'elles-mêmes se disputaient dans un seul corps et se partageaient le temps d'action. Entre la montre Kitty et le bracelet clouté, elle n'avait pas encore choisi son camp. Et c'est quelque chose que je ressentais très très fort quand j'étais ado, et du coup donc ça m'a vraiment parlé. Et voilà, et du coup j'ai été complètement... C'était un livre, je l'ai relu, je pense, une bonne dizaine de fois, sans vous mentir. Bon, il est assez court, donc ça aide, mais je l'ai relu vraiment souvent, et il y avait notamment une citation qui me plaisait énormément, et à l'époque, j'étais un peu dramatique, je le suis encore, mais d'une manière différente. Mais à l'époque, j'étais un peu dramatique, et il y avait une citation qui me parlait, et je voulais qu'elle me corresponde tout au long de ma vie. Je vais essayer de vous la retrouver. Il y avait au moins une chose que je savais faire, une seule chose que la vie m'avait appris à réussir, serrer les gens contre moi, en plein désastre, faire semblant de ne pas avoir peur, rester debout quand tout s'effondre, et faire semblant de rien, croire qu'on va s'en tirer. Voilà, donc ça parlait beaucoup à mon cœur d'ado, je trouvais l'image follement romantique. Et du coup voilà, donc ça a débloqué aussi ma passion pour Virginie Despentes, donc j'ai lu d'autres de ses romans, et 2 de ses recueils de nouvelles. Et en fait, voilà, c'est une autrice, aujourd'hui je sais pas si je pourrais la conseiller parce que j'ai l'impression que ça a un peu mal vieilli. J'ai arrêté de la suivre aussi à partir de Vernon Subutex, il me semble, j'ai pas lu, c'est à partir de Vernon Subutex et au-delà j'ai pas lu. Sinon je crois que j'ai lu tout ce qu'elle a écrit, en tout cas en roman et nouvelles. Il doit m'en manquer peut-être un dans la liste, un truc comme ça. J'ai même lu King Kong Theory aussi qui m'avait mis une sacrée claque à l'époque. Mais je pense que c'est pas forcément des choses qui ont bien vieilli. Peut-être que c'est un féminisme qui est un petit peu... Je pense que c'était nécessaire à une certaine époque, mais peut-être qu'aujourd'hui on a besoin de prendre un peu de recul. Je sais pas me placer là-dessus. Je suis partagée entre la nostalgie, la moi adolescente qui adorait Virginie Despentes et qui du coup est très attachée à ce personnage, et la moi d'aujourd'hui qui essaie d'être un peu plus critique, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà, je saurais pas vous dire de plus. Vous dire de plus, pardon, mais vraiment voilà, Teen Spirit, ça a marqué mon adolescence et il fallait que je vous en parle aujourd'hui. Celui-là, je dis souvent qu'il m'a radicalisée, je pense, alors c'est pas le seul, mais je pense que c'est un peu vrai. C'est L'étrange disparition d'Esme Lennox de Maggie O'Farrell. Voilà, on voit mieux. Et je l'ai découvert il y a longtemps, il y a très longtemps. Je crois que j'ai lu le résumé, il m'a intéressée, je l'ai pris. C'était à une époque où j'avais pas du tout les réseaux, donc j'en avais jamais entendu parler avant. Et l'histoire, c'est en fait à Édimbourg, un asile qui ferme ses portes. Et du coup, en fermant ses portes, il y a les archives qui remontent, etc. Mais surtout, les derniers internés qui doivent être placés dans leur famille. Et donc, on va contacter Iris et lui dire que sa grande-tante Esmé a été internée pendant 60 ans et que il faut qu'elle la récupère. Et Iris ne connaissait absolument pas l'existence de cette grande-tante, ne savait pas qu'elle avait été enfermée. Et du coup, pour elle, ça va être une douche froide, parce qu'elle va se retrouver du jour au lendemain aidante, avec ce secret de famille qu'elle va essayer de comprendre. Et du coup, voilà. Et en fait, l'alternance, il me semble que c'est une alternance de point de vue entre Iris, d'un côté, qui parle du quotidien, de comment ça se fait, de comment elle peut avoir une relation avec cette personne qu'elle n'a jamais connue et qui pourtant partage un lien familial avec elle, et le point de vue d'Esmé, qui est
complètement fragmenté, c'est très difficile, la ponctuation est complètement aux fraises, les passages sont vraiment difficiles, elle a un univers qui est complètement particulier, et du coup au début j'avais du mal, et en fait plus on s'enfonce dans l'intrigue, plus on découvre des choses, et moi ça m'avait outrée. Parce que du coup, ça parle de la réalité des... Enfin, la réalité, je sais pas, j'y étais pas, mais ça parle des asiles psychiatriques pour femmes et des raisons pour lesquelles elles y étaient envoyées. Et c'est... J'avais pris une énorme claque. Ça avait déclenché aussi chez moi un intérêt un peu malsain pour justement l'histoire des asiles psychiatriques, l'histoire de ce qui s'y passait, donc j'avais un peu creusé de ce côté-là, et en fait je m'étais rendu compte que c'est pas d'hier que le patriarcat nous met des bâtons dans les roues, et j'avais été méga en colère, et en fait voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup tenue, dans le sens où ça a beaucoup marqué aussi mes différentes étapes dans ma construction féministe, mon imaginaire aussi, les sujets qui m'intéressent, etc. Enfin bref, ça a été vraiment un tournant. Du coup, merci Maggie O'Farrell. Ça a été vraiment un roman incroyable. Je sais pas si je peux le conseiller à tout le monde parce qu'il y a vraiment des sujets très très durs. Et surtout, la construction est particulière. Donc, c'est un roman qui est un peu exigeant et il demande à ce qu'on s'y attarde. Mais voilà, ça fait partie... il rentre dans la liste en tout cas. J'ai lu quelques classiques au lycée, c'était pas forcément mon truc, et surtout j'étais entourée de personnes qui me disaient qu'il fallait que je lise des classiques, qu'il n'y avait que les classiques qui valaient le coup, et j'étais un petit peu, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, dans un esprit de contrariété assez énervé, parce qu'à partir du moment où on me dit il faut que tu lises des classiques pour être intelligente, j'ai dit je vais être très bête et je vais lire tout sauf des classiques. Voilà, donc pendant des années j'ai détesté les classiques et je les fuyais. Les seuls que j'avais lus me paraissaient assez chiants, on va pas se mentir, et du coup j'avais un peu de mal à me lancer, mais je pense je pense qu'il y a un souci en fait avec les classiques qu'on conseille à l'école, mais bon bref. C'est un autre débat, on va pas parler de ça aujourd'hui. Je vais vous parler plutôt de celui qui m'a fait changer d'avis sur les classiques, et c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Donc là j'ai la version anglaise parce que cette collection est trop mignonne. Du coup, j'avais décidé de l'acheter pour l'avoir dans ma bibliothèque. Mais Orgueil et Préjugés, je crois que c'est la première fois que j'ai autant ricané devant un classique. Et c'est pas le... Voilà, je pensais pas dire ça un jour, mais j'ai beaucoup rigolé. Enfin, j'avais adoré. J'ai adoré la plume de Jane Austen, j'ai adoré la manière qu'elle avait de raconter, j'ai adoré ses personnages, c'est plein d'esprit, c'est... Voilà, c'est très moderne bizarrement, alors que pourtant on parle quand même de gens qui sont occupés qu'à se marier et à faire des balles et à être riches, mais je sais pas, il y avait un truc qui m'avait marqué, et en fait c'est là que je me suis dit ok, tous les classiques sont pas nuls, c'est juste qu'on t'a proposé les mauvais classiques, et donc maintenant c'était à moi en fait de chercher les classiques qui allaient me plaire. J'ai lu quelques autres romans de Jane Austen, il y a pas tous, il m'en reste encore quelques-uns. J'aimerais bien les finir parce que ça pourrait être cool, et c'est aussi ça qui m'a permis de découvrir les sœurs Brontë, qui m'a permis de découvrir des ouvrages auxquels j'aurais jamais pensé et qui m'ont beaucoup plu, George Sand aussi, Alexandre Dumas, enfin c'est pas du tout la même époque, mais en fait ça m'a ouvert la porte aux classiques dans le sens où je me suis dit ok, faut juste choisir les bons classiques, ceux qui vont te parler, il y en a forcément qui vont te parler, et let's go quoi. Donc voilà, merci Jane, merci pour les travaux. Ça fait une transition toute indiquée puisque je vais vous parler encore une fois d'un classique, et c'est Frankenstein de Mary Shelley. Grosse surprise, j'en parle jamais. Frankenstein, c'est un livre qui m'a énormément plu. Je sais qu'en fait à l'époque où je l'ai lu, je me suis dit la créature c'est moi. Faut savoir que je suis quelqu'un qui a très peu d'estime d'elle-même, et du coup je me suis beaucoup reconnue dans cette créature solitaire qui se sentait un peu abandonnée, qui sentait impossible d'être aimée, qui se sentait difforme, pas à sa place dans la société, enfin bref, il y avait un paquet de trucs qui me parlaient énormément, ça m'a touchée en plein cœur, et du coup voilà, c'est un livre qui m'a fait énormément impression. Ça a déclenché une petite vague d'intérêt spécifique pour Mary Shelley. Du coup, j'avais regardé son biopic avec Elle Fanning, je m'étais intéressée à sa vie, j'avais vu qu'il y avait d'autres écrits, mais j'avoue que je m'étais pas penchée dessus. J'ai acheté
Que les étoiles contemplent mes larmes, son journal d'inflexion que j'ai lu l'année dernière, qui m'avait beaucoup plu et qui a renouvelé un peu mon admiration pour l'autrice. J'ai appris ensuite qu'elle était la fille d'une féministe très connue, que son père était anarchiste, enfin bref, il y a plein de trucs qui m'intriguent chez cette personne. Et du coup, voilà, Frankenstein, c'était incroyable. Je pense que je vais le relire. Je vais essayer de voir si je vais pouvoir lui donner du temps cette année, parce que j'aimerais savoir si je me projette toujours autant dans la créature ou si j'ai changé un petit peu d'avis. J'ai vu aussi l'adaptation il y a pas longtemps avec de Guillermo del Toro, que j'ai trouvé sans plus, même si le monstre était sexy. Jacob Elordi, incroyable. Et du coup, voilà. Donc je pense que je vais lui redonner une chance. J'ai envie de savoir ce que ça donnerait aujourd'hui. Et c'est encore un classique qui m'a mis un uppercut, quoi. Et je l'ai adoré. Un autre livre qui m'a radicalisée, c'est soit des classiques, soit de la radicalité a priori, c'est Une fièvre impossible à négocier de Lola Lafont. Je crois que c'est mon premier d'elle, et ça a déclenché, du coup, je dirais pas une passion, mais j'en ai lu d'autres de cette autrice et j'ai envie d'en lire d'autres. Tous m'ont beaucoup plu, mais la palme vient à Une fièvre impossible à négocier. C'est un roman qui est situé dans les milieux d'extrême gauche et en fait ça m'a un petit peu ouvert les yeux sur mes convictions politiques, sur la manière de lutter, sur pas mal de choses. Je me suis souvent sentie un peu en marge en fait et du coup assez proche philosophiquement on va dire des marginaux, pas dans la vraie vie parce que je suis une petite chose qui a peur, mais voilà, et du coup c'était comme me tendre la main. Et j'ai adoré et j'ai trouvé que le titre était parfait. J'ai beaucoup aimé la plume de Lola Lafont. J'adore je le dis encore une fois, j'ai adoré beaucoup de ses romans. J'ai pas encore tout lu. Je sais que je voudrais pouvoir vous dire que j'ai lu tout Lola Lafont, mais ouais, j'aime beaucoup ces histoires. Je trouve qu'elles sont très humaines. Je trouve qu'elles ont tendance à parler de choses, de sujets durs, mais avec beaucoup de douceur et de poésie et avec des relations qui font du bien, donc Lola Lafont. Et ouais, je crois que ça m'a aussi ouverte un peu plus aux convictions d'extrême gauche et à me faire comprendre que en fait je me situe politiquement sur l'échiquier et trouver un peu plus ma place, et donc ça c'était plutôt chouette. On change complètement de registre avec le prochain. Il s'agit d'un roman que j'ai lu au début, quand j'ai adopté ma chienne Jaya. Et c'est l'époque où j'ai commencé à beaucoup marcher. Et du coup, j'ai lu Wild de Cheryl Strayed, qui a été un roman qui m'a... Je dirais pas que c'est le meilleur roman du monde, parce que je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'il a été pas mal romancé aussi. C'est en fait l'autobiographie d'une femme qui décide, sans aucune expérience, d'aller affronter le PCT, donc le Pacific Crest Trail, qui est un énorme chemin de randonnée qui fait genre 4000 bornes, qui remonte en fait les États-Unis, du sud au nord ou du nord au sud, je ne sais plus, et du coup c'est un chemin de crête, et donc en fait cette femme là elle est un peu paumée, et elle décide sur un coup de tête d'acheter du matos et de se barrer pour faire de la rando alors qu'elle en a jamais fait. Et du coup elle nous raconte un peu ses galères, comment ça se passe sur le chemin, les rencontres qu'elle fait, la peur qu'elle peut avoir. Bizarrement c'est pas l'ours qui fait le plus peur. Est-ce qu'on s'en doutait? Non, mais voilà, vous saurez. Et c'est un roman qui m'a donné envie de prendre mon sac à dos et de me barrer, donc c'est ce que j'ai fait. Mais moi j'ai pas dormi en tente, j'ai dormi dans ma voiture. Mais j'ai commencé en fait à faire parce que j'avais des randos bivouac comme ça. Je prends ma bagnole, un break que j'aménage avec ma chienne, et on se barre 2-3 jours, une semaine parfois, et en fait on ne fait que marcher, trouver des spots pour dormir, trouver des spots pour manger, marcher, dormir, enfin bref voilà, c'était une vie très, très simple, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que je vais plus pouvoir faire malheureusement puisque ma chienne a vieilli et du coup c'est un peu plus difficile pour elle, mais c'est quelque chose que j'ai adoré découvrir ces dernières années, et je pense que je peux remercier un peu ce livre parce que ça m'a donné un peu cette force en me disant ok t'es une fille seule mais tu peux le faire. Ça me rassure quand même énormément que j'ai ma chienne, donc je pense que je le ferai pas seule, je pense que je le ferai que si j'avais mon chien avec moi, mais ça m'a vraiment
montrer qu'on pouvait être libre en fait et faire des choses, et il n'y a pas besoin d'attendre que les gens soient avec vous pour faire ce genre de choses, puisque on peut aussi trouver beaucoup de sérénité dans la solitude. Et bref, ça a beaucoup marqué ma vingtaine, toute ma vingtaine, puisque ça m'a permis de marcher, ça m'a permis de faire de la randonnée, ça m'a permis aussi de nourrir du coup ma créativité. C'est comme ça aussi que je fonctionne. J'ai besoin de marcher, de sortir, d'être dans un effort continu et doux pour pouvoir laisser mon cerveau enfin décrocher et se perdre un peu dans ces élans créatifs. Bref, et du coup voilà, donc ça a été très important pour moi. Je pense pas que ce soit la meilleure pièce de littérature, mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les ouvrages qui m'ont marqué, et donc ça en fait partie. Il y a quelques années, je suis arrivée sur Instagram, j'avais beaucoup de bonne volonté, on va dire, et en fait, je me suis rendu compte que je ne savais rien. Et c'est très bien, ça m'a permis de me remettre en question, et surtout de découvrir Femme, race et classe d'Angela Davis, qui est un essai qui m'a marqué. Les essais, j'avais très peur d'en lire parce que pour moi, c'est chiant, c'est pas facile, c'est philosophique, c'est compliqué, c'est des concepts que j'arrive pas à comprendre. Je pense que c'est peut-être dû au fait que mon premier vrai essai, ça a été La domination masculine de Pierre Bourdieu. Je laisse ça là, il faut pas commencer par ça. C'est pas facile à lire Bourdieu. Et du coup, donc, ce qui m'a vachement étonnée à la lecture de Femme, race et classe, ça a été l'accessibilité de la plume, la façon dont c'est si facile de lire Angela Davis. Et ça m'a surtout mis une énorme claque en fait. J'ai découvert le principe des white femmes, j'ai découvert le principe de l'intersectionnalité. Alors c'est pas elle qui a parlé du concept en premier, mais elle le mentionne. J'ai découvert un énorme paquet de trucs. Alors ça se passe aux États-Unis, mais j'arrivais à faire quand même des liens avec ce qu'on a en France. Et ça, moi, ce qui me choquait particulièrement, c'est que ça a été écrit dans les années 70, et j'avais l'impression qu'en fait, on avait fait le tour de la roue, dans le sens où des choses pour lesquelles on se battait en 70, on se bat encore pour elles aujourd'hui en 2020. 6, pardon, je l'ai lu il y a quelques années, donc ça date, mais on se bat encore aujourd'hui, et on a même vu qu'il y avait un recul de certaines avancées féministes. Enfin bref, moi j'ai trouvé que c'était incroyable d'avoir un essai comme ça, vraiment, parce qu'il est facile à lire, sourcé, et plein de bon sens en fait. Et du coup, ça m'a donné envie de lire plus d'essais, ce que j'ai fait. Je lis beaucoup plus d'essais que je ne l'ai pu en lire avant. Je ne lis pas que ça, parce que la fiction, c'est quand même mon premier amour. Mais voilà, ça m'a ouvert la porte, et ça m'a ouvert la porte aussi à toutes les un antiracisme beaucoup plus poussé, à une intersectionnalité des luttes un peu plus poussée, et ça m'a donné envie de m'informer en fait, et c'est ce que j'ai fait. Et je vous dirai pas que je suis parfaite et que j'ai tout compris, mais grâce à ça j'avance, et du coup et j'ai grandi, et donc c'est pour ça qu'il fait partie de la liste aujourd'hui. Bon, vous avez déjà vu l'autrice dans cette vidéo, mais je pouvais pas faire cette vidéo sans ce livre. C'est I Am de Maggie O'Farrell. On va avoir là 17 fragments autobiographiques où Maggie O'Farrell nous raconte des moments où elle a frôlé la mort. Et donc c'est des moments très exceptionnels, comme des moments très ordinaires. Et moi, ça m'a détruite. L'émotion m'a accueillie à plusieurs reprises, et pas forcément là où je l'attendais. J'ai été complètement happée par la plume de Maggie O'Farrell, qui a une manière de raconter les choses qui me touche d'une façon assez incroyable. Alors c'est bizarre, parce que je trouve que ça me touche un tout petit peu moins dans ses romans que là. Là, ça a été vraiment... j'ai adoré. Je pense que c'est un livre qu'il faut que je relise. Déjà, la couverture est incroyable. Mais je pense que c'est un livre qu'il faut que je relise à plusieurs étapes de ma vie, parce qu'il y a des moments où je sens... Enfin, l'émotion était là, mais je sentais que j'étais un peu en dehors, parce que j'avais pas connu forcément le passage en question. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Ça m'a bouleversée à chaque instant, et comme je vous le disais, parfois à des moments où je m'y attendais absolument pas, et ouais, ça m'a marquée, parce que j'aimerais pouvoir écrire comme elle. Alors,
pas forcément vivre comme elle, parce qu'il y a des choses dont on se passerait bien, mais ouais, c'est ce qui me donne envie d'écrire. En fait, j'aimerais pouvoir être aussi douée. Donc voilà. Et ouais, ça a été un sacré coup de cœur. C'est un des rares que j'ai en 2 éditions, une anglaise et une française, parce que je ne pouvais pas me décider sur les couvertures. Celle-ci est incroyable, mais celle en anglais est aussi très jolie. Et du coup voilà. Donc Maggie O'Farrell. J'essaierai de découvrir d'autres de ses romans, ceux d'avant, parce qu'elle en sort assez régulièrement ces dernières années. Elle a sorti Hamnet, qui est adapté au cinéma d'ailleurs ce mois-ci. Elle a sorti aussi Le Portrait de mariage, mais elle avait sorti d'autres romans avant, et j'avoue que j'ai envie de m'y pencher un peu, parce que j'ai envie de voir ce qu'elle a fait entre l'étrange disparition d'Esmée Lennox et celui-ci. On va passer au dernier livre de cette sélection, et c'est Stone Butch Blues de Leslie Feinberg. Donc là, c'est une édition un peu plus ancienne que j'ai eue, c'est la maison d'édition Hystérique et Associés qui l'a sortie. Faut savoir que du coup, ça a été traduit par des bénévoles, c'est un travail collaboratif. Il est en accès libre sur leur site internet parce que Leslie Feinberg, en fait, demandait à ce que son livre soit accessible gratuitement, parce que le but, c'est pas de faire de l'argent avec, c'est de pouvoir raconter l'histoire. Et la maison d'édition avait choisi aussi de faire éditer ce livre et de ne le commercialiser qu'au prix de revient. Donc il n'y a aucun bénéfice qui est fait là-dessus. Vraiment, c'est vous payez le prix coûtant, parce que c'était les volontés de Leslie Feinberg. Du coup, Stone Butch Blues, ça parle de quoi? C'est l'histoire de Jess, qui est une jeune femme qui naît aux États-Unis dans les années 50. Elle est prolétaire, juive et surtout lesbienne. Et en fait, on va parler très rapidement de la difficulté d'être lesbienne aux États-Unis dans les années 50. L'homosexualité y était fortement réprimée, même criminalisée si je dis pas de bêtises. Et du coup, Jess va en prendre littéralement plein la tronche. Elle va quand même... c'est pas ce qui va l'empêcher d'aimer les femmes et de se présenter en tant que butch. Elle va beaucoup parler de la figure de la butch, qui était finalement la figure qui était un peu aux premières loges sur les violences policières, sur les violences homophobes, puisque les femmes passaient un petit peu plus à la trappe, dans le sens où elles correspondent un peu plus aux stéréotypes de genre, alors que les butch pas du tout. Elles venaient vraiment complètement casser ces stéréotypes, et du coup c'est pour ça que comme elles étaient visibles, elles étaient beaucoup plus victimes de répression. Et le mot est faible, je dis répression, parce que voilà, les premiers chapitres sont très 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 durs à lire. Moi, ils m'ont mis donné envie de vomir. Enfin bref, c'est horrible ce qui lui arrive à Jess. Et elle va quand même s'accrocher, elle va quand même survivre, elle va quand même trouver des manières d'aimer, des manières d'être vraie à elle-même. À un moment donné, elle va aussi parler un peu d'identité de genre, puisqu'il y a toute une idée de savoir est-ce que j'ai envie de continuer à vivre dans le danger et de risquer de me faire choper par la police régulièrement, ou est-ce que j'essaye de passer un peu outre tout ça et de me cacher, de me fondre dans la masse. Et du coup, c'est là qu'elle va commencer à prendre des hormones pour passer un peu plus de manière masculine. C'est un livre qui m'a complètement remuée. Ça parle aussi de prolétariat, ça parle aussi de communisme, de solidarité entre les pauvres. Ça parle d'énormément de choses. C'est un bouquin qui est très très complet. Qui parle de la situation des lesbiennes, qui parle de cette identité de genre qui n'est pas toujours évidente à naviguer, encore moins quand vous êtes dans une société répressive. Ça parle de capitalisme, de prolétariat, ça parle tellement de trucs. C'est vraiment un très 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 bon bouquin. Accrochez-vous parce que les trigger warnings sont assez incroyables, dans le sens où c'est vraiment très dur, mais c'est un bouquin qui vaut la peine. Je pense qu'il devrait être proposé vraiment à tout le monde. C'est une partie de l'histoire qui est très très importante et qu'il ne faut pas qu'on oublie, qu'on soit LGBT ou pas, qu'on soit allié. C'est vraiment vraiment très important de se pencher là-dessus. Alors ok, ça parle des États-Unis. Du coup, certains et certaines pourraient me dire que c'est pas la même chose en France, mais je pense que si on commence à fouiller, on va trouver des
similitudes en fait. Et de toute manière, il faut pas qu'on oublie le vécu des personnes minorisées, les combats qu'elles ont pu mener et qu'elles mènent encore. Donc voilà, il faut le lire. C'est quelque chose, c'est encore un ouvrage qui radicalise. J'aime beaucoup ça. Et voilà, je le conseille, je pense que c'est un must-read, vraiment un must-read. Donc voilà, c'était tous les livres qui m'ont marqué. Je suis désolée, j'ai changé un peu le cadre parce que vous en fichez. C'était tous les livres qui m'ont marqué. Je pense qu'en éditant la vidéo, je pense que dans une semaine, je pense que voilà, je vais forcément me dire oh, j'aurais dû parler de celui-là, oh j'aurais dû vous parler de celui-là, oh zut j'aurais dû mettre celui-ci. C'est pas grave, c'est pour ça aussi que je fais pas de top 10 parce que je sais que je vais regretter. Mais je voulais vous parler de ceux-là. C'est sûr qu'ils ont marqué ma vie de lectrice, ils la marquent encore aujourd'hui. Je gravite toujours un peu autour de ces thèmes, hein, la lutte des minorités, les vies de femmes, la condition de la femme, que ce soit par l'intermédiaire de la non-fiction, de la fiction, que ce soit par l'intermédiaire de l'imaginaire ou du contemporain, enfin bref, ou même des classiques. Donc il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et qui gravitent autour de ces thèmes-là. C'est des lectures qui ont changé ma vie d'une certaine manière, dans le sens où, alors je sais pas s'il y a vraiment un avant et un après, mais en tout cas ça a profondément modifié quelque chose en moi et ma manière de voir le monde, et j'espère que mes prochaines lectures me feront tout autant d'effet. Je pourrais pas vous dire si on va rester uniquement sur cette vibe, parce que j'aime bien aussi changer d'horizon, élargir un petit peu mes découvertes, et on va continuer à faire ça comme ça. Mais voilà, en tout cas c'était les lectures qui m'ont vraiment marqué ces 15 dernières années, on va dire. et c'est des lectures que j'ai dans ma bibliothèque et que je chéris, et je sais pas si je les relirai toutes, parce qu'il y a trop peu de temps à vivre et trop de livres à lire, comme vous le savez, mais il y en a certaines qui ont une place très importante dans mon cœur, et donc c'est pour ça que je vous en ai parlé aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, et puis du coup je vous dis à dans 15 jours pour mon bilan de lecture de janvier. Salut!